la parole à notre recteur Slim Kalbous pour nous parler de la francophonie scientifique et en même temps de la science ouverte, puisque c'est presque la même question. Chère Christian, merci de cette invitation, merci de me permettre de participer avec vous. Alors je sais que j'arrive à la fin, vous êtes extrêmement fatigué. La journée fut longue, mais très riche visiblement. Je vais essayer de participer avec vous à ce débat fort intéressant et qui nous intéresse, nous, au premier chef, à la francophonie. Et à l'Agence universitaire de la francophonie, nous insistons très très souvent sur le fait que la promotion de la francophonie ne peut pas se faire en dehors d'un milieu plurilingue que nous devons respecter, et encore plus lorsqu'on est dans l'éducation et la science. Alors, je voudrais d'abord rappeler, alors comme je n'ai pas pu assister avec vous les 2 premiers jours, donc je m'excuse d'avance si jamais il y a de la redondance ou des choses qui ont été dites, mais enfin, je vais être plutôt synthétique, mais vous dire quand même l'essentiel de ce que nous pensons du plurilinguisme lorsque nous défendons les sciences en français notamment. Les enjeux sont nombreux, vous les connaissez très bien, et ma conviction, c'est que le plurilinguisme n'est plus un sujet périphérique réservé aux spécialistes des langues et de l'éducation, vous le savez, mais ça s'élargit de plus en plus. Aujourd'hui, les enjeux sont autour de la démocratie, ils sont autour de la circulation du savoir, ils sont autour de la cohésion sociale, ils sont autour de la création culturelle. Et puis, bien entendu, la souveraineté intellectuelle qui a été citée tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est un fait particulièrement important pour l'Europe, vous le savez, et pour le dialogue. De ce fait, la question du plurilinguisme ne peut être pensée indépendamment des grandes transformations contemporaines. Vous l'avez dit, j'ai vu le programme, ça a été certainement discuté. Alors, il n'y a pas seulement les transformations géopolitiques, je pense notamment aux tensions entre les tendances globales et les affirmations des identités culturelles qui ressortent de plus en plus. Je pense à l'accélération de la circulation scientifique et culturelle. Je pense à la recomposition des espaces éducatifs et universitaires, à la mondialisation numérique, ça a été dit tout à l'heure, et puis les effets notamment de l'introduction de l'intelligence artificielle. Bref, les défis sont nombreux, les enjeux aussi. Et dans ce contexte, le plurilinguisme apparaît moins comme une simple question linguistique, comme souvent beaucoup malheureusement le réduisent, à plutôt une manière d'organiser la coexistence dans les sociétés complexes. En fait, promouvoir le plurilinguisme, c'est promouvoir la compréhension mutuelle des uns et des autres, c'est promouvoir la complexité. Le monde est de plus en plus complexe aujourd'hui, nous ne pouvons pas répondre à cette complexité par une seule langue, parce que la langue étant pas un simple langage, mais une codification socio-culturelle profonde, elle nous permettrait de décoder la complexité du monde dans lequel on vit. Alors, bien entendu, quand je dis ça, je pense bien entendu à une certaine vision du monde que chaque langue porte, à la question de la mémoire, à la question de la catégorie des pensées, les relations particulières avec le politique et le social de chaque société, et une manière surtout de produire la science et de la transmettre, et c'est ce qui nous touche, nous, à l'agence universitaire, tout particulièrement. Réduire la diversité linguistique, donc, reviendrait à une certaine manière à réduire la diversité de la manière de penser le monde et réduire la qualité de la compréhension du monde entre eux-mêmes, des différents mondes entre eux-mêmes. C'est donc une condition démocratique absolument importante pour nous. Alors pourquoi je commence par cette introduction? Parce que je sais que la question s'est posée un peu partout, et puis à l'AUF, nous avons décidé d'affirmer plus fortement l'ancrage plurilingue de la francophonie. Quand on est arrivé à l'AUF, mes équipes et moi, il y a à peu près 6 ans, il était complètement interdit de publier un seul document
dans une autre langue que le français. Or, nous sommes présents dans le monde entier. L'Agence universitaire de la francophonie aujourd'hui a 1000 universités et centres de recherche qui sont adhérents chez nous. Ces 1000 établissements viennent de 120 pays. Donc vous le voyez, on est très au-delà de l'espace francophone classique qui est considéré formé par 45-50 pays à peu près. Tous les autres, ce sont des pays peu ou pas francophones, mais qui souhaitent être dans la francophonie scientifique, dans les échanges, dans les coopérations, dans la coopération. Comment s'adresser à des décideurs qui ne parlent pas votre langue pour les convaincre de parler votre langue sans leur parler dans leur propre langue? C'est impossible. Et donc, il a fallu déjà prendre une décision très importante, c'est de décider de traduire systématiquement tous nos documents dans les langues les plus importantes pour pouvoir parler avec les décideurs. C'est pas un ministre qui va se mettre à parler français ou un président d'université d'un coup qui n'a jamais parlé français qui va se mettre, mais il faut le convaincre avec sa langue. Il est important pour lui de développer la langue française dans ses études, dans ses recherches, dans ses établissements. Donc l'approche était complètement inversée et il fallait absolument parler les gens par leur propre langue. C'était la première démarche. La deuxième démarche, c'était lorsqu'on a réalisé la supradomination de la langue anglaise, et je vous donnerai quelques chiffres qui ne sont peut-être pas assez connus et qui sont effarants, nous avons décidé de nous rapprocher de tout organisme qui développe justement le plurilinguisme et qui défend le plurilinguisme, notamment dans les sciences. Nous avons signé, par exemple, un accord cadre avec les universités parlant la langue portugaise. C'est un réseau qui va du Brésil au Portugal, évidemment, en passant par l'Angola, où il y a plus de 130 universités. On a signé une convention avec la Fédération des universités arabes. On a trouvé qu'il y avait 120 universités qui étaient à la fois membres de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, et membres de la Fédération des universités arabes, entre le Maghreb et le Moyen-Orient. On a signé une convention aussi avec l'Association des universités africaines, l'Association des universités européennes, et tout ça pour justement défendre une même idée, la diversité de la pensée intellectuelle dans les sciences, et elle est fondamentale. Pourquoi je vous disais que les chiffres sont parfois effarants et pas assez connus? Les problèmes de la publication scientifique sont souvent malheureusement réduits à une question linguistique ou une question, oui c'est vrai on est dominé, oui c'est vrai il y a beaucoup d'anglais, mais bon c'est comme ça, c'est la langue franca et puis on ne peut pas faire autrement et c'est un fait. Et quand on creuse un peu plus, aujourd'hui on a des études qui montrent que lorsqu'on voit les bases de données sur les 15 dernières années, sur ce qu'on appelle les revues indexées, donc reconnues pour les promotions de carrière des enseignants-chercheurs, plus de 90% des articles sont publiés en anglais. Ça veut dire que un peu moins de 10% pour le français, l'espagnol, l'allemand, l'italien, l'arabe, le mandarin, toutes les autres langues du monde. Rien que ces chiffres déjà est effarant parce qu'on sent le déséquilibre. Mais il ne faut pas s'arrêter là parce que quand on creuse un peu plus, on trouve que 75% des 90% de revues d'articles en anglais sont publiés par 5 éditeurs. Seulement 5. Et les 5 sont nord-américains. Si on creuse davantage les chiffres, ces 5 éditeurs nord-américains qui publient l'essentiel de la publication scientifique mondiale, donc, font 40% de bénéfices après impôt. Il n'y a aucune industrie au monde aujourd'hui, peut-être à part la drogue ou les armes, qui fait un bénéfice de 40% net. Ça n'existe pas. Demandez au monde diplomatique ce que c'est un bénéfice sur la production. C'est donc un système qui est devenu un modèle économique complètement fermé, très puissant, et les meilleurs VRP de ce système, ce sont nos chercheurs, y compris les chercheurs francophones. Parce qu'ils ne voient pas cet aspect des choses, et donc ils disent, bah oui, mais la science est universelle, peu importe la langue, et puis alors c'est la langue anglaise est dominée. Ben non. Est-ce que vous pouvez publier un article qui ne correspond pas à la charte éditoriale d'une revue? Laquelle charte éditoriale est imprégnée dans la culture de la langue anglaise américaine, de la pensée américaine? Il
y a aujourd'hui des sujets en Afrique sur lesquels on ne peut pas publier, parce qu'il n'y a aucune revue sérieuse qui peut les accepter. Et quand vous publiez dans des revues qui ne sont pas reconnues internationalement selon ce modèle anglo-saxon, eh bien, ils ne sont pas reconnus dans votre avancement de carrière. Et on ne peut pas demander à tous les chercheurs de devenir des militants. Un chercheur, il doit publier pour avancer dans sa carrière, pour avoir des promotions. Il va regarder, il va trouver 9 revues sur 10 parlent en anglais. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir un traducteur, parce que souvent on ne parle pas bien l'anglais, on n'écrit pas en tout cas en anglais. On va voir un écrit en français, on fait la recherche en français, on fait les études en français, et puis on va voir un traducteur assermenté pour pouvoir espérer envoyer un article à la revue. Et on a constaté qu'en Amérique latine, on avait le même problème. On a une cinquantaine d'universités membres chez nous en Amérique latine. Ils ont le même problème pour l'espagnol face à l'anglais, une domination totale. Et ils ne savent pas comment faire encore. Donc le problème, il est justement majeur. Et on ne peut pas le traiter seulement en montrant des doigts les chercheurs, ils ne peuvent rien faire. C'est un problème systémique. Aujourd'hui, en France, il y a des universités, je ne vais pas dire de nom, mais il y a des universités qui donnent des primes à ceux qui publient en anglais plutôt qu'en français. Aujourd'hui, j'ai les chiffres, j'ai les noms. C'est quand même, pour une même revue, de même rang, vous avez un double bonus quand vous publiez en anglais. Pourquoi? Parce que ces mêmes entreprises qui font les revues indexées, ce sont aussi les entreprises qui font les classements des universités. Lesquels classements définissent les critères. Les critères sont liés à la publication anglophone. Et puis évidemment, c'est lié au coût de l'inscription, parce que plus vous êtes mieux classé, ce n'est pas une question de qualité comme certains pensent, ou que nous veulent faire croire, c'est une question économique, puisque quand vous êtes mieux classé, vous pouvez augmenter vos prix d'inscription, vous pouvez signer des coopérations plus justes. Voilà. C'est tout, ça se résume hélas à ça. Et on a encore aujourd'hui beaucoup de chercheurs qui pensent que c'est essentiellement une question de qualité. Alors après, on peut rentrer dans beaucoup plus de détails, on peut donner l'exemple, je pense que c'était aussi dans votre programme, la question de la traduction et de l'IA. Oui, alors la traduction de l'IA, c'est très bien sur un certain sujet, sur un certain plan, puisque ça permet de gagner du temps, mais la problématique ne change pas. La problématique est une problématique de pensée, non pas de langue. C'est vrai que aujourd'hui, on va traduire plus facilement, plus rapidement, c'est très bien, c'est excellent, mais la problématique de fond, c'est que quand on écrit avec une langue, on écrit d'une certaine façon, on pense d'une certaine façon. Et on n'écrit pas de la même manière. On ne réfléchit pas de la même manière. Moi qui parle 4 langues, je peux vous dire que parfois, il faut vraiment coordonner ses pensées pour pouvoir trouver la synthèse des différentes pensées qu'on porte avec différentes langues, donc différents arrière-pensées culturelles. Donc aujourd'hui, l'espace francophone, je vous appelle à le voir comme un espace formidable pour développer le plurilinguisme, paradoxalement. Pourquoi? Parce qu'il porte en son sein cette diversité géographique, la diversité climatique, la diversité culturelle, la diversité des trajectoires historiques, la diversité des rapports aux langues. On les trouve tous dans l'espace francophone. Aujourd'hui, à l'Agence universelle de la francophonie, nous avons des universités qui viennent, je vous le disais, de l'Angola, du Mozambique, de l'Afrique du Sud, de Colombie, de Chili. On a aujourd'hui aussi, on a décroché depuis 3 ans, je crois, la première université américaine, membre de l'AUF, qui est l'université de Louisiane, forcément. Et là, on voit l'effet de l'histoire aussi qui est là. On a des universités venant pratiquement d'une quarantaine de pays d'Europe centrale et orientale. Et donc, on essaie de créer cette dynamique de la diversité scientifique qui peut porter une idée différente face à cette visibilité que nous cherchons. J'ai vu aussi que vous avez dû beaucoup parler dans votre programme sur la dimension éducative. Et là, nous travaillons aussi beaucoup là-dessus. Parmi les évolutions que notre organisation a fait ces dernières années, à part le rapprochement du politique, qui est sur la question des politiques publiques en matière d'éducation et d'enseignement supérieur, et ça c'est pour peser parce que
la question de la publication que j'évoquais tout à l'heure, si les organismes qui évaluent les chercheurs ne prennent pas en considération cette diversité, rien ne changera. Donc au départ, c'est un problème systémique. Et c'est valable partout. J'ai donné l'exemple de la France, je peux vous donner l'exemple de l'Afrique, dans laquelle on fait le gros de notre activité. Il y a un organisme partenaire avec qui on travaille beaucoup à l'AUF qui s'appelle le CAMES. Le CAMES, c'est l'organisme qui fait l'avancement de carrière dans 17 pays d'Afrique, les enseignants-chercheurs. Et on est en train de pousser et faire un lobbying, pardon de l'expression, un plaidoyer très important auprès du CAMES pour changer les règles aussi. Le CAMES est formé aux 3/4 par des pays francophones et les 3/4 des revues accréditées par le CAMES sont anglophones pour l'avancement de carrière. Donc après, c'est vraiment systémique. Et ça commence à partir de l'éducation. Je pense aujourd'hui, le fait qu'on minimise cette diversité, c'est parce qu'on n'insiste pas suffisamment à l'école, dès le primaire, sur l'importance de cette diversité linguistique, donc de pensée, donc de vision du monde, donc d'un décodage de la complexité du monde plus important. Et donc le partage du savoir commence à l'école. Et la stratégie plurilingue des écoles ne doit pas être considérée comme quelque chose de secondaire. Je pense que c'est décisif pour peser sur les grandes tendances du prochain monde. On le voit ces dernières années, lorsqu'on a cloisonné les langues et donc les cultures, il y a un retour de la notion d'hégémonie de pouvoir et la notion de tous les travers que nous voyons dans la géopolitique que nous vivons aujourd'hui. Et donc, nous essayons de faire parler tous ces mondes. Je peux vous donner un autre exemple aussi qui a un grand succès à l'AUF. Nous organisons chaque année, on est à la 5e édition, une conférence panafricaine plurilingue. On invite des chercheurs venant d'horizons très différents et qui nous disent, vous savez, c'est la première fois qu'on se rencontre, c'est la première fois qu'on arrive à parler. C'est des gens qui viennent des mêmes ethnies, des mêmes origines. Mais un traçage les a divisés parce que la Gambie, qui est incrustée dans le Sénégal, n'a pas beaucoup de collaboration scientifique avec le Sénégal parce que les uns parlent anglais et les autres parlent français. On a commencé à travailler sur ces ponts-là. Et donc, on a organisé la conférence au Sénégal la première année. La deuxième année, on l'a organisée au Cap-Vert, donc un pays lusophone. Puis, la troisième année, on l'a organisée en Gambie, justement, un pays anglophone. Et donc, on essaye de mettre autour de la même table des chercheurs qui parlent toutes les langues, mais pour vraiment confronter ces idées, pour avancer ensemble sur des pensées plus diverses. Voilà, donc c'est juste ça ce que je voulais partager avec vous pour vous dire qu'on est extrêmement sensible à ce sujet et avec lequel on a parlé, Christian, et on s'est dit il faudrait que justement qu'on rapproche nos structures et nos programmes pour qu'on puisse travailler davantage ensemble. Je pense que c'est possible. Aujourd'hui, il faut que les langues ne soient pas considérées seulement comme un héritage à préserver, mais aussi comme un instrument de l'avenir. Défendre le plurilinguisme, défendre le plurilinguisme aujourd'hui, c'est défendre d'abord une mondialisation non uniforme, ça a été dit, un dialogue international fondé sur la réciprocité plutôt que sur l'hégémonie, une démocratie capable d'inclure, et puis je finirai par une science ouverte à plusieurs traditions intellectuelles, et pour nous c'est fondamental. Et donc le plurilinguisme ne doit pas être une coexistence des langues, c'est ce que souvent on évoque, mais à mon sens, ça doit être d'abord un apprentissage permanent de la relation entre les mondes qu'elles rendent possible. Et donc, la francophonie nous unit et le plurilinguisme nous ouvre les esprits. Merci de votre écoute.